Alors on a le plaisir, d'abord je vous salue tous à nouveau parce qu'il y a des arrivants et en particulier je voudrais saluer Mylène Jacot qui est donc la secrétaire générale de l'UFA. Donc cette formation particulière, vous savez, à la CFDT qui regroupe les fonctions publiques. Et je voudrais particulièrement la saluer parce qu'on est à très peu des élections et qu'elle se bat aujourd'hui pour que la CFDT soit aussi numéro 1 dans le secteur public, c'est-à-dire dans les fonctions publiques, et c'est pas grand-chose. Et puis, elle se bat aussi dans la négociation qui a lieu en ce moment du statut de la fonction publique pour défendre les valeurs du service public et le statut qui va avec. Merci. Alors, on a le plaisir, on a beaucoup de présidents aujourd'hui, hein, on a le plaisir d'accueillir Madame Broca. Je voulais vous dire au nom du 5A CFDT que nous avons beaucoup apprécié la contribution du Haut Conseil. On l'a écrit, on écrit toujours beaucoup quand on écrit, donc on l'a écrit beaucoup. Ce que nous avons apprécié, c'est d'avoir un point de vue qui, pour une fois, était décentré du financement, des questions de trous, de la sécurité sociale, d'équilibre des comptes sociaux, et qui repartait des objectifs premiers de l'assurance maladie, de l'assurance, de la prévention du risque, et qui retournait aux valeurs fondamentales. On a aussi apprécié des constats qui étaient faits et que nous partageons depuis longtemps, et je voudrais simplement en citer deux, sur lesquels ce matin on a pu discuter, qui est l'inadaptation des principes qui fondent aujourd'hui l'exercice de la médecine individuelle dite de ville. Inadaptation des principes d'exercice à un moment où on a besoin d'exercer dans des zones en difficulté et non pas là où on s'installe librement, de manière collective et non pas individuellement, en coopération avec les autres et non pas dans le simple tête-à-tête avec le malade. Et nous avons aussi apprécié que le rapport soit critique sur ce qu'on appelle, nous, l'étatisme gestionnaire, c'est-à-dire cette manière de faire, en tout cas cette manière que nous sentons de faire de l'État, qui est d'imposer le même objectif à tout le monde, le même modèle à tout le monde, et surtout de l'imposer avec des outils qui sont parfois extrêmement conceptuels, comme les GHT, et qui butent contre la réalité. On a aussi apprécié les analyses critiques qui étaient faites sur la distinction, par exemple, entre les modalités de financement et le niveau de financement, et bien d'autres. Et puis, on a beaucoup apprécié le fait que vous mettiez au premier plan d'une contribution les principes et les valeurs, à commencer par la place des usagers, des notions comme celle du volontariat, de la participation, des notions comme l'adaptation, la diversité des solutions qu'on adapte dans un modèle, la responsabilité et la confiance, et au fond, finalement, l'humain comme fondement de la coopération, et non pas les motifs. Je ne vous cacherai pas qu'un certain nombre de points nous ont laissés dans l'inquiétude. Alors le premier, c'était évidemment l'imprécision, le flou, l'absence de détails sur certains éléments, comme celui, par exemple, de la méthode et de la transition. On en a beaucoup parlé ce matin, et la DGOS nous a rassurés sur la bonne volonté de l'État. C'est vrai. Et ce n'était pas le rôle du Haut Conseil de dire la méthode et le comment, le rôle de chacun dans un système gradué, comment on gère le choc de transformation, quelle méthode on utilise pour intégrer l'offre de soins. Il y a, par contre, sur les principes de la transition, un certain nombre de questions que nous souhaitions vous poser, qui sont quels principes pour conduire cette transition, quelle place pour les élus, quel rôle pour l'État, quelle place pour les usagers, qui assure les principes d'équilibre, d'égalité d'accès. La deuxième jeu de questions que nous sommes posés, ce sont les principaux freins et obstacles à cette transformation pourtant si nécessaire. Et je peux vous les poser directement. On sait qu'est à l'œuvre dans le système de santé, comme dans tous les systèmes, des pressions, ce qu'on appelle le lobbying, et que parfois les décisions qui sont prises dans le système de santé ne sont pas totalement indépendantes d'intérêts particuliers. Comment est-ce que vous envisagez ce risque et quelle ampleur peut-il avoir et comment le juguler?
Le poids des élus. On sait que dans les transformations, les élus locaux peuvent défendre l'offre de santé, pour parler au sens large toujours, pour la santé, peuvent défendre une offre, quand bien même elle sera en très grande difficulté ou inadaptée. Le principe libéral qui est aujourd'hui à l'œuvre dans le système de santé, que ce soit dans le financement, avec la place des assureurs, la place grandissante des assureurs, ou que ce soit dans l'offre elle-même, puisque quand on parle du système de santé, on a tendance à dire l'hôpital et la ville, en oubliant que dans la ville, en général, on désigne les praticiens individuels, les praticiens libéraux, et on oublie qu'il y a une offre commerciale, lucrative, qui joue à l'intérieur du système de santé, qui pèse à l'intérieur du système de santé, et avec des objectifs qui sont ceux des groupes financiers qui, évidemment, possèdent cette offre de santé. Donc, comment on en tient compte parce que ça peut représenter en même temps un risque. Comment on passe le cap de la démographie médicale qui est là aujourd'hui et comment, de manière générale, on fait pour ne pas être naïf et ne pas oublier qu'il y a à l'œuvre dans le système de santé des jeux de corporatisme, des jeux d'intérêt, des jeux de pouvoir, des jeux de profit. Voilà quel est le questionnement que nous a laissé la contribution du HCAM. Bien, merci pour toutes ces questions. Merci de m'avoir convié à participer à vos travaux. Je vais faire une présentation, pas trop longue, de manière à laisser la place à des questions, mais une présentation qui va m'amener à revenir sur un certain nombre de questions que vous avez posées. Alors, vous m'avez dit qu'il ne fallait pas que je présente la contribution du HCAM que tout le monde avait lu, mais je vais quand même y revenir, en tout cas, dans un premier temps de ma présentation, avant de revenir sur le sujet, justement, des valeurs et des principes communs. Je terminerai sur la question des acteurs que vous m'avez également posée. Alors, tout d'abord, pour revenir sur cette contribution et me focaliser assez vite sur la problématique de la transition sur laquelle vous m'interrogez, donc je voudrais revenir sur les orientations qui ont été proposées en mai pour insister sur le fait que dans l'esprit des membres du Haut Conseil, il s'agit de proposer une stratégie globale. Et ça, c'est extrêmement important dans la mesure où la proposition qui est faite, c'est aussi une proposition de différenciation à l'intérieur du système de santé, d'une part d'acteurs organisés dans un réseau de proximité et d'autre part d'acteurs plutôt spécialisés pour des réponses de deuxième niveau de recours ou de référence. Donc, je pense que c'est important de penser les choses en système. Alors, je voudrais simplement revenir sur quelques attendus du rapport qui a été présenté. D'abord, l'idée que c'est une transformation systémique qui part des services à rendre à la population et fondamentalement des services à rendre à la population en partant des lieux où cette population vit, c'est-à-dire les bassins de vie. Et en distinguant, d'une part, les services à rendre partout, pour tous, et les services spécialisés. Donc pour admettre, d'une certaine manière, une différenciation du système de santé, avec d'un côté ce qu'on a appelé un réseau de proximité destiné à assurer ce que j'ai appelé les services à rendre partout et pour tous, et de l'autre côté, une offre de recours et de référence pour répondre à la nécessité de proposer des services spécialisés qui, eux, doivent obéir dans un certain nombre de cas à des logiques de regroupement pour avoir les moyens d'assurer correctement leur mission. Alors, quand on fait cette distinction, évidemment, ça renvoie à une problématique non seulement d'organisation, mais aussi de finalité. Et donc, j'aurais rappelé que
Le réseau de proximité, dans l'esprit, c'est un réseau qui obéit à une logique plutôt communautaire pour répondre à des besoins de la santé globale, comme on dit à l'OMS, c'est-à-dire allant de la prévention jusqu'au médico-social et en passant par le sanitaire, et on l'espère, un réseau qui permet mieux que notre organisation actuelle de traiter de manière efficace les problématiques d'inégalité. Alors, quand on dit ça, évidemment, on voit qu'un des enjeux majeurs, alors sur lequel on a, évidemment, dans le rapport proposé, pas pu aller jusqu'au bout de la proposition, enfin en tout cas dans sa traduction concrète, ça suppose une capacité de décloisonnement, voire d'intégration entre des activités aujourd'hui organisées dans des cadres extrêmement cloisonnés, prévention, soins médico-social. Et dans les travaux que nous menons actuellement au HCAM sur la prévention, par exemple, nous allons prochainement sortir un rapport où on a essayé de faire des propositions de ce que ça voudrait dire, comment on pourrait s'organiser de manière décloisonnée. Je pense qu'entre sanitaire et médico-social, de la même manière, il faut maintenant être capable d'aller vers une traduction concrète de ce que veut dire un décloisonnement qui va au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui, des formes de contractualisation ou de coordination. Alors, dans l'esprit de cette contribution du HCAM, l'idée est d'aller même à terme jusqu'à imaginer que la mission sociale qui est aujourd'hui assurée en ultime instance par l'hôpital public soit assurée par le réseau de proximité dans ses diverses composantes. Alors, évidemment, on a eu des discussions au HCAM sur cet aspect-là. C'est difficilement imaginable aujourd'hui, en l'état actuel de ce que sont les acteurs, mais si la transformation réussit, à terme, la logique, elle est bien que les passes, tous ces dispositifs, ils s'inscrivent dans le réseau de proximité avec des moyens de le faire et pas dans des hôpitaux spécialisés. Donc là, je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a des choses à construire et sur lesquelles je pense qu'il faut travailler pour proposer des formes concrètes de construction de ce décloisonnement. Quant à l'offre de recours et de référence, je ne vais pas revenir sur le fait que dans la proposition est proposée une gradation, la distinction d'un niveau départemental, régional, interrégional, mais aussi, et je pense que c'est important, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, la nécessité de maintenir des offres qui peuvent être utiles à des niveaux intermédiaires. Je pense à des offres qui existent dans le champ du SSR, dans le champ de la psychiatrie, qui sont donc ni totalement de proximité, ni à un niveau départemental, qui permettent de fixer des moyens médicaux de médecine spécialisée. Et donc, dans le rapport, nous avons indiqué qu'il était important, là où ces offres sont utiles, on pense aussi aux activités de dialyse, d'assurer leur maintien et leur postérité. Alors, cette différenciation entre ces deux pôles, je dirais, d'offres, elle pose bien sûr la question en tout cas, un point de vigilance, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas, si on réussit cette transformation, de refabriquer des ghettos ou des cloisonnements, c'est-à-dire de troquer le cloisonnement actuel entre la ville et l'hôpital contre un cloisonnement entre la proximité et les niveaux de recours et de référence, puisque bien sûr, vous avez compris qu'au niveau de proximité, je vais y revenir, il y a des acteurs aussi bien ambulatoires que médico-social que hospitaliers, une diversité d'acteurs aussi, des libéraux, des centres de santé, les services de médecine de prévention spécialisés. Donc il ne s'agit pas de recréer, c'est une question de comment on assure le non-cloisonnement entre la proximité, le niveau de recours et de référence, ce qui suppose d'imaginer des formes de coordination clinique, des formes de contractualisation. Et comme vous le savez, nous avons eu un débat au sein du HCAM sur le rôle des GHT et le positionnement des GHT par rapport à la construction qui est proposée. Alors, j'en viens à un deuxième point, et ça, qui est tout à fait dans la suite de ce que je viens de dire. Si on veut qu'un tel système dans lequel on imagine d'autres formes d'organisation, je pense que c'est un point qui a, je pense, été peu repris, me semble-t-il, dans le débat,
mais qui pour moi me paraît extrêmement important, c'est que le schéma proposé suppose que l'ensemble des acteurs, des offreurs qui contribueront à sa réalisation, ça suppose qu'ils appliquent ou qu'ils s'inscrivent dans des principes communs et des valeurs. Alors on peut parler de valeurs de service public, de service au public si on veut, mais en tout cas des valeurs communes, parce que sinon ça ne marche pas. Je vais m'arrêter une seconde parce que c'est un point qui a été très important dans la construction du schéma que nous avons proposé. Nous nous sommes dit, mais on peut toujours fabriquer des superstructures, des communautés professionnelles territoriales, des contrats locaux, enfin tous ces objets qu'on sait relativement bien fabriquer, qui vont prendre des engagements, enfin qui vont être supposés assurer des engagements, mais ça ne marche pas si, par exemple, je vais pousser les choses à l'extrême, sur un territoire, on n'a que des professionnels en exercice particulier exclusif. On peut toujours raconter qu'on va fournir un médecin traitant à tout le monde, qu'on va prendre en charge des problématiques de prise en charge de populations précaires. Ça ne marche pas si au niveau individuel, on n'a pas des professionnels qui sont susceptibles d'être mobilisés dans le schéma. Et donc on voit bien qu'on ne peut pas construire ce schéma en se désintéressant de ce que vont pouvoir assurer comme engagement les acteurs à différents niveaux de l'organisation. Alors c'est la raison pour laquelle, et je vous remercie d'avoir relevé que donc dans la contribution, nous avions proposé donc d'adapter les valeurs professionnelles à notre temps pour non seulement les médecins, mais l'ensemble des professionnels de santé. Alors, bien sûr, ce n'est pas le rôle du HCAM que de dire quelles doivent être ces valeurs. Donc, nous avons interpellé les ordres et les pouvoirs publics en disant que c'était pour nous un chantier extrêmement important. Et donc, je vais reprendre, on a repris, d'ailleurs, ce n'est pas nous qui avons inventé, donc ces socles de valeurs qui sont exprimés déjà dans des documents notamment internationaux, l'égalité et la justice sociale, le travail collectif, la coopération, la collaboration entre professionnels, qui n'est pas aujourd'hui explicitement mentionné dans les valeurs professionnelles, la primauté, le respect du patient, la compétence et la médecine fondée sur les preuves, la gestion raisonnée des ressources limitées du système de santé. Ce qui veut dire, et le rapport propose, l'abandon de la charte de la médecine libérale et fait de la problématique de formation initiale et continue un enjeu majeur. Deuxième élément d'intégration, parce que je pense que dans le système, on a besoin, si on le différencie, c'est une grande exigence que d'avoir des principes intégrateurs, qu'on a aujourd'hui autour de l'hôpital, de fait, enfin historiquement. Donc, il nous semble que le principe intégrateur, c'est la réponse à des services à rendre à la population. Donc, il y a un premier élément d'intégration, de fédération, c'est l'organisation autour de services à rendre à la population, ce qui veut dire que pour nous, la référence à des services à rendre, leur définition, ce n'est pas simplement un énième avatar de l'invocation des besoins auxquels on est toujours supposé répondre. Ça veut dire que pour nous, c'est un chantier à part entière que d'être capable d'exprimer ce que sont ces services attendus. À l'instar, on l'a fait en urgence, par exemple quand on dit moins de X minutes de prise en charge d'urgence, c'est raisonné en termes de services attendus et non pas d'offres à laquelle je cherche une destination. Donc pour nous, c'est vraiment un travail à conduire que de définir ces services, de définir les missions de chacun pour y répondre, de les définir en contenu qui, comme vous l'avez dit, dans notre esprit, peuvent être modulés selon les publics, selon les lieux, et de les définir aussi en termes de qualité. Ce que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, ça veut dire aussi distinguer des engagements cohérents à différents niveaux, engagement des individus, des professionnels individuellement pris, engagement d'équipe, engagement de structure, engagement territorial, et de s'interroger sur les conditions de leur réalisation. Il est clair qu'on ne peut rendre un service de qualité que si, je vais dire une chose un peu, qui peut paraître un peu démagogique, mais je pense qu'il est profondément vrai, qu'on ne peut rendre un service de qualité que si soi-même on a des conditions d'exercice de travail de qualité.
Enfin, et c'est encore un dernier point important pour moi, éviter, et alors je pense que c'est une des grandes difficultés, vous avez évoqué les corporatismes ou les organisations clivées. Il est clair que le schéma entend surmonter la structuration d'une offre selon une logique de filière d'offres, filière publique, filière privée, qui s'organise, je dirais, de manière très verticale, au détriment d'une réponse transversale et globale aux besoins de la population. Alors ça a amené également dans le rapport à donc s'interroger sur les principes et valeurs donc des divers segments d'offres. Donc je ne vais pas revenir. Dans le réseau de proximité, on imagine donc une contractualisation individuelle des professionnels ou de leur regroupement avec les communautés professionnelles territoriales de santé, donc un double conventionnement, si je peux dire, national et local. Le conventionnement local manifestant l'adhésion au projet de santé porté par la CPTS sur un territoire donné et les services qu'elle s'engage à rendre. Au niveau du réseau de proximité, l'engagement il doit être porté conjointement pour nous par les établissements de santé assurant la proximité et les communautés professionnelles territoriales de santé. Dans les établissements, alors ça a été peu repris, nous avons essayé, là je sais pas, voilà, c'était une tentative mais qui a été peu débattue, de revenir sur ce qui dans le code de la santé publique figure en termes de principes, voilà, qui est assez compliqué à cause des sédimentations successives, qui finalement fait qu'on ne sait plus très bien quels sont les principes qui s'appliquent à l'ensemble des établissements et les principes qui s'appliquent aux établissements assurant le service public hospitalier. Donc il nous semble là aussi que de la même manière qu'on ne peut pas imaginer un réseau de proximité où certains acteurs appliqueraient certaines valeurs et d'autres, il nous semble qu'il y a besoin de si l'on peut, rapprocher au service de valeurs communes les divers types d'établissements qui acceptent de le faire. Donc on a proposé de réexpliciter des valeurs qui s'appliquent aux missions du socle de base qu'assurent tous les établissements, égalité d'accès, non-discrimination, donc non-sélection des malades, continuité des soins, c'est-à-dire prise en charge des suites des interventions réalisées, garantie de qualité des soins. Et puis, il me semble que les valeurs du service public hospitalier, elles ont une place extrêmement importante dans la construction et dont il serait important de débattre. Alors, des questions majeures pour la transition, vous le comprendrez, pour nous, il faut continuer de réfléchir à la manière dont on peut garantir, on peut formuler des garanties de service à la population dans un processus qui va s'étaler sur une durée assez longue et qui va bouleverser les offres. Il faut aussi, et ça c'est un chantier sur lequel nous allons travailler l'année prochaine, avoir un débat, je pense, plus clair sur les rôles et les missions des uns et des autres. Et nous pensons qu'une partie de la conflictualité dans notre secteur, elle tient au fait qu'en réalité, il y a beaucoup de flou sur les rôles et que, de fait, on ne peut coopérer avec d'autres que si on est au clair avec ce que l'on doit soi-même faire. Et il nous semble que c'est loin d'être le cas aujourd'hui. Enfin, avec quels moyens pour assurer ces rôles et ces missions, ça va évidemment de soi. Je terminerai sur les acteurs et le rôle des acteurs, parce que vous m'avez interpellé là-dessus dans votre questionnement. Le rôle des différents acteurs, et c'est dans la contribution, elle appelle à un processus de pilotage assez ouvert, en réalité, assez éloigné de nos fonctionnements habituels, je dois dire, et dans laquelle la question de la démocratie, je pense, doit être posée. Alors, un pilotage pour nous qui doit être fondamentalement déconcentré, sans doute au niveau des ARS, et moi je pense même au niveau territorial. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fixe pas des choses au niveau national. Bien sûr, le cap et la stratégie, ce qui d'une certaine manière est assez largement fait. Des cadres généraux pérennes, aussi bien en termes juridiques que financiers. Beaucoup de membres du HCAM se sont exprimés pour dire qu'il fallait sortir d'une espèce de processus d'expérimentation permanent
qui est très coûteux, je dirais, en énergie, et qui, d'une certaine manière, alors je rebondis sur votre question des lobbies, je veux dire, fait perdre de vue la règle générale. Je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu, il est bien de transformer les règles générales. Alors qu'il faille passer par des logiques de prototype à un moment donné pour tester voilà, des nouveaux cadres qu'on va mettre en place, bien sûr, mais il s'agit bien aujourd'hui de définir des nouveaux cadres généraux. Et ce sont seuls ces cadres généraux qui peuvent permettre d'échapper à la pesanteur du lobbying, qui est inévitable quand on est en négociation permanente. Il y a deux modèles de régulation. Il y a une régulation dans laquelle on contractualise sans arrêt, les relations sont toujours inter-individuelles, entre une structure et la tutelle, entre voilà, une fraction d'un établissement et, voilà, et d'autres autorités. Donc là, évidemment, on est forcément en négociation permanente et forcément, inévitablement, chaque groupe voilà, cherche à défendre ses intérêts. Si on veut échapper à ce type de fonctionnement, eh bien, il faut des règles générales et, comme on dit en droit, impersonnelles. Donc, il nous semble qu'il appartient à l'État, au niveau national, de fixer, bien sûr en concertation, ces futurs cadres juridiques et financiers nécessaires à la nouvelle organisation. Enfin, il appartient au niveau national de porter le principe d'égalité, qui est un enjeu majeur, puisque vous savez que notre système est paradoxalement très inégalitaire, alors que la société française l'est plutôt peut-être un peu moins que d'autres pays. Enfin, en tout cas, il y a une exigence d'égalité et c'est au niveau national qu'il faut bien sûr la garantir. Au niveau régional et territorial, c'est là qu'il nous semble que doit se faire le pilotage concret de la transformation par les ARS, les délégations territoriales, en liaison avec l'assurance maladie. Et là, si on veut que ce pilotage puisse se faire réellement, ça veut dire qu'il faut doter le niveau territorial de moyens d'analyse, d'une ingénierie, d'accompagnement, voilà, qui, pour le moment, je pense, est insuffisamment développé. Enfin, il s'agit que le pilote régional ou territorial fédère autour de projets lisibles l'ensemble des acteurs du territoire et en particulier, bien sûr, les collectivités territoriales. Nous avons dans la proposition, donc corrélativement, souhaité que des marges d'action soient laissées aux acteurs, bien sûr dans des cadres, je dirais, communs. On voit dans tous les exemples nationaux et étrangers que les processus de transformation qui fonctionnent, ce sont des processus où des acteurs en réseau, au niveau local, peuvent disposer de données d'observation de ce qu'ils font, partager leurs expériences, en tirer des enseignements pour corriger voilà, leurs actions. Et pour nous, créer des lieux de partage de données d'expériences pour faire évoluer les organisations et les pratiques, c'est une priorité. Et je pense qu'on se tromperait si on créait des superstructures, voilà, je dirais administratives, sans se préoccuper voilà, de l'existence de cette capacité de production par les acteurs eux-mêmes d'action et de retour d'expérience. Alors enfin, je terminerai par la question du processus démocratique qui est un véritable enjeu par rapport à la tendance historique, très longue d'ailleurs, qui a été toujours dans le sens de davantage d'étatisation et de centralisation. Et il s'est exprimé dans la contribution. Il nous semble que la question des principes de démocratie dans notre système, c'est une question importante qui suppose, en tout cas à mon point de vue, de remettre dans le jeu davantage que ce n'est le cas aujourd'hui les collectivités territoriales, mais à une place, je dirais, qui soit la bonne pour participer à la transformation. Se poser la question de la place des partenaires sociaux. Donc, dans la contribution, nous souhaitons qu'ils aient une place, notamment au niveau territorial, et ainsi que des patients et des usagers. Je vous remercie. Merci. Merci à vous. Je pense que je voudrais, pour peut-être on a des questions dans la salle.
Et en attendant que se manifestent ces questions, ce matin, Monsieur William Gardet était présent. Et est-ce que vous pensez, comme il nous l'a dit, qu'il faut aujourd'hui arrêter de jouer sur le seul dispositif de régulation qu'on connaisse, qui est celui de l'offre hospitalière, alors depuis le financement jusqu'à la régulation de la quantité elle-même des structures, fermeture, ouverture, fusion. Et est-ce qu'il faut aujourd'hui imposer des obligations pour réguler la médecine de ville ? Son implantation géographique Son implantation géographique, ses principes d'action aussi, donc par l'intermédiaire par exemple de son financement, un certain nombre d'obligations en matière de pertinence. On est aujourd'hui capable d'ajuster le financement hospitalier, en tout cas des établissements, à des critères qualité, à la mesure de critères qualité. Est-ce que cet appareil-là, on est capable d'obligation, de responsabilité? Il n'est pas temps de le porter du côté des acteurs de la ville qui en sont jusqu'alors largement exemptés ou qui échappent. Oui, enfin, je pense que la construction qui est proposée, c'est une manière de pouvoir porter cette exigence-là du côté notamment de la médecine de ville. Dans la construction qui est proposée de l'organisation dans le cadre des communautés professionnelles territoriales de santé, on a proposé que les outils relatifs à l'implantation géographique des professionnels qui sont aujourd'hui à la main des ARS soient mis à la main des CPTS. Et donc l'idée, c'est bien de dire que lorsqu'on aura créé ces entités responsables, eh bien, elles auront une responsabilité aussi bien sur des questions d'implantation de professionnels, c'est-à-dire que assez naturellement, elles seront amenées à se dire, ben voilà, il nous manque pour répondre aux besoins de la population ou assurer les services qu'on veut rendre, tel et tel type de professionnels, comment les faisons-nous venir, comment régulons-nous voilà les choses. De la même manière, pour nous, effectivement, les exigences de qualité que vous évoquez, elles doivent être portées, bien sûr, dans ce cadre-là. Mais je pense qu'on a besoin de cette restructuration si on veut pouvoir porter ces exigences. C'est impensable de l'imposer à un médecin individuel dans son cabinet qui soit dira qu'il ne veut pas, ce qui d'ailleurs est préférable parce que c'est réaliste, soit dira, bien sûr, je signe dans la convention, et on sait très bien qu'ensuite, la capacité à faire, elle n'est pas là. Donc, je pense que pour répondre aux exigences que vous évoquez, on a besoin de cette organisation-là. Maxime Morin, secrétaire général adjoint du SYNCAS. On l'a vu ce matin dans les tables rondes. Nous présenter, donc on vous l'a dit, quelque chose qui nous a beaucoup intéressé sur l'évolution du système. On est très vite aspiré par la question du mode de financement. Alors, malheureusement, et ça oblige à parler d'un certain nombre de choses, ça en oublie d'autres, mais quand même, je voulais voir un petit peu quels étaient les débats qui avaient pu avoir lieu au niveau du HCAM sur cette question. Sans reprendre très loin, on est passé du prix de journée qui était considéré comme inflationniste à un système de dotation globale, qui à un moment a été dénoncé parce qu'on n'arrivait plus à repérer ceux qui étaient dynamiques ne trouvaient pas de retour financier à leur dynamisme, et ceux qui ne faisaient rien également vivaient sur leurs acquis. On est aujourd'hui dans un système de tarification à l'activité. Ça ne s'appelle pas pareil pour les autres secteurs sociaux et médico-sociaux, mais on sait que c'est le même esprit qui inspire les choses. On est en train de se rendre compte que ça n'aide pas à la collaboration, dont votre proposition, la proposition du HCAM, mise beaucoup sur cette question. Donc, est-ce que vous avez aussi réfléchi à cette question, ou est-ce que vous l'avez laissé de côté, de comment, en quelque sorte, financer, ou comment le financement du système permet et favorise cette coopération? Et la deuxième question, est-ce que on nous parle maintenant beaucoup du financement au parcours? Vous avez marqué dans votre présentation que il ne fallait pas aller vers des filières. Est-ce que parcours et filière, c'est un peu la même chose? Et est-ce que ça vient pas d'un mode d'analyse que l'assurance maladie a beaucoup développé ces dernières années et qu'on connaît, que je vais résumer là aussi très vite? On connaît leur schéma, des petites entités de patients, par exemple la dialyse, les insuffisants rénaux. On sait que ça a un coût pour l'assurance maladie très lourd, annuel, pour un petit volume de patients. Inversement, l'insuffisance cardiaque va être ventilée sur énormément de patients avec un coût de suivi faible. Voilà. Et est-ce que c'est pas ce mode d'analyse, finalement, des coûts de santé qui a conduit à ces propositions autour du parcours et qu'on n'a pas encore trouvé? Alors, je ne sais pas si on ne va pas anticiper sur ce qui va se passer, mais est-ce qu'on n'est pas encore en train de se tromper par rapport au modèle que vous proposez et qui, lui, est très collaboratif, très transversal,
qui n'est pas tourné vers les pathologies, mais bien vers le suivi des personnes, est-ce qu'on ne va pas encore une fois aller vers un système qui va, entre guillemets, détourner par le mode de financement l'objectif que vous recherchez, enfin que vous proposez au travers du rapport du HCAM? Alors, le rapport du HCAM, comme vous l'avez noté d'ailleurs, n'est pas rentré dans le sujet par le financement et n'a pas approfondi. Enfin, on a parlé du financement, mais sans approfondir beaucoup le sujet. Alors, simplement pour dire plusieurs choses. D'abord, qu'il faut distinguer, mais je crois que ça, maintenant c'est clair pour tout le monde, la question du niveau, de la masse globale qu'on a à consacrer à la santé et la question de la manière de tarifer, qui est une manière de répartir cette masse. Voilà. Donc sur la question de la masse globale, je pense qu'on sera amené à poursuivre des travaux parce que c'est une question qui a été posée autour de la table du HCAM, c'est pense-t-on que le taux d'accroissement qui est prévu dans les années à venir de la dépense totale de santé suffisent à accompagner cette transformation? Voilà, je pense que c'est une réflexion en soi sur laquelle nous n'avons pas apporté de réponse. Nous avons simplement dit qu'il fallait, je pense que c'est comme ça que nous avons formulé les choses, prévoir des moyens affectés spécifiquement, ce qui a été annoncé par le gouvernement, à la gestion de la transformation. Alors, sur la question alors maintenant, j'en reviens à la question des tarifications et du décloisonnement. Alors, c'est vrai que il y a plusieurs niveaux là aussi. Je pense qu'il y a un niveau qui est la gestion cloisonnée de l'ONDAM, sur lesquels, à plusieurs reprises, le HCAM a fait des propositions allant dans le sens d'un décloisonnement pour échapper à ce cloisonnement sectoriel qui distingue ville, hôpital, public, privé, médico-social. Alors, il y a plusieurs pistes qui peuvent être étudiées. On avait notamment imaginé que non pas de manière exhaustive, mais que sur certaines problématiques de santé, on puisse travailler sur la masse totale, par exemple affectée à la santé mentale, en s'extrayant des cloisonnements multiples qui sont extrêmement péjoratifs, parce que là, on pense que c'est possible, puisqu'il y a un champ qui est relativement identifié et des acteurs en face avec lesquels on peut organiser une discussion. On avait aussi imaginé que ça pouvait être possible peut-être sur la cancérologie, voilà, sur certains champs sur lesquels on a à la fois une configuration d'acteurs qui peuvent discuter et une possibilité d'identifier un périmètre où il n'y a pas trop de comorbidité. Donc voilà, donc nous avons, ça fait plusieurs fois que nous faisons ce vœu que l'on décloisonne, pas forcément de manière pour rentrer dans une nouvelle segmentation, de manière assez pragmatique, pour permettre sur des champs particuliers des transformations. Nous avons souhaité aussi qu'on augmente les moyens dévolus au niveau régional ou territorial, de manière décloisonnée là aussi, pour pouvoir accompagner des évolutions locales ou régionales. Je termine sur la tarification. Alors le parcours, c'est une métaphore. Ça veut dire comment décloisonne-t-on, comment suit-on des séquences, des séquences de soins dont on sent bien qu'elles ont une forme de continuité. Dans ses récents travaux sur la prévention, le HCAM a considéré, enfin ça a été assez consensuel autour de la table du HCAM, que la plausibilité d'aller vers des tarifications au parcours dans leur sens le plus, je dirais, ambitieux, qui est parfois exprimé, suscite pas mal de scepticisme et même d'interrogation dans le sens que vous dites autour de la table du HCAM. Et par contre, il nous semble très important de faire évoluer les tarifications dans le sens de formes de regroupement qui peuvent être opportuns à un moment donné. Et ça se regarde au cas par cas, je pense, des sujets. Ça pose aussi la question de financement de choses qui ne sont pas tarifées, par exemple en ambulatoire. Donc, le travail que nous avons fait récemment, je vais essayer d'être concrète, sur l'obésité, la prise en charge de l'obésité, Nous avons été conduits à dire, il y a un sujet de financement qui peuvent être regroupés d'activités visant à l'éducation thérapeutique, des prises en charge de psychologues, de diététiciens, hors d'un cadre d'établissement. Et là, on peut imaginer des formules de regroupement à
construire. Voilà, et il nous a semblé par contre que voilà, la forfaitisation, c'est pas forcément, enfin voilà, qui est derrière le mot parcours, enfin nous semble pas forcément voilà l'alpha et l'oméga, loin de là, de ce qu'il faut faire. Oui, merci. Raymond Merle, patient expert et représentant des usagers. Donc moi, je voudrais revenir sur une de vos dernières diapositives sur la démocratie sanitaire et la participation avec les partenaires sociaux, etc. Quel type de patients ou d'usagers, quelle typologie, quelle formation, quel cursus, enfin quelle typologie du patient vous souhaitez ou vous avez imaginé? Alors ça, c'est un travail qui est à conduire. On a assez peu débattu de ça et ça va être un sujet sur lequel nous allons travailler l'année prochaine. Voilà, je pense que c'est une question, enfin d'ailleurs la structuration des associations de patients manifeste bien cette difficulté voilà, de la prise en charge de point de vue particulier par pathologie et d'un point de vue plus général. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que dans l'esprit de ce que nous allons essayer d'approfondir et qui a déjà été discuté au HCAM, il y a bien l'idée d'aller au-delà de... Enfin, puisqu'on a finalement une sorte d'historique qui était voilà, les droits des patients, puis la reconnaissance de la participation des représentants des patients dans les diverses institutions. Et le travail que nous voudrions poursuivre, c'est la manière concrète de faire interagir les patients dans la construction même de l'offre et de leur prise en charge individuelle. Alors, ce que l'on voit être plus développé dans certains pays étrangers, donc je pense qu'en plus, pas forcément nécessaire de tout réinventer, il y a des choses qu'on pourrait sans doute faire. Donc voilà l'état d'esprit dans lequel nous sommes. Oui, bonjour madame, j'ai lu avec attention le rapport du HCAM, j'ai deux petites questions à vous poser, c'est plutôt sur des contradictions entre vos positions et celles qui ont pu être adoptées par les pouvoirs publics. La première, c'est sur la coordination. Vous êtes extrêmement critique dans le rapport sur les coordinations, la multiplicité des coordinations, les coordinateurs de coordinateurs. Je pense que ça, c'est un sujet sur lequel je pense qu'on sera tous d'accord ici pour dire qu'il faut avancer. Mais pour autant, vous ne semblez pas être suivi. Deuxième chose sur laquelle je souhaiterais que vous nous apportiez des précisions, c'est sur la question de l'expérimentation. Vous êtes dans le rapport très critique sur l'article 51, alors qu'encore ce matin, on nous a vanté les mérites de développer de l'initiative, de l'expérimentation, alors que votre rapport est très critique sur ce point. Donc est-ce que vous pourriez revenir sur ces deux temps de votre rapport ? Je pense qu'à un moment donné, à un autre, on reviendra, mais je ne voudrais pas apparaître comme spécialiste ou le critique sur le GHT, mais je pense qu'il faudra qu'à un moment donné, on puisse aussi avoir une discussion avec vous sur la question des GHT. Sur la coordination, là, je ne suis pas sûre qu'on ne soit pas suivi. Je vais répondre au fond. Sur les coordinations, je pense qu'un des chantiers du gouvernement, c'est la fusion de toutes les plateformes de coordination pour qu'il n'y en ait plus qu'une par territoire, ce qui me semble assez dans la ligne de ce que nous avons proposé. Alors, j'irais dans notre raisonnement, qu'on avait déjà porté dans un précédent rapport. Il y a l'idée, il y a trois idées. La première, c'est que dans l'idéal, il faut essayer de limiter les problèmes, de limiter les raisons d'avoir à se coordonner. Alors je m'explique, ça nous a amené par exemple dans le sujet médecine spécialisée sur lequel nous allons poursuivre les travaux, à nous interroger sur la segmentation des spécialités toujours plus fines, alors qui est indispensable pour répondre à des progrès des connaissances, des techniques, etc., mais qui pour une part peut être questionnée. Parce que quand on finit par avoir des spécialistes extrêmement en tuyaux d'orgue, la question, elle est ensuite comment on les coordonne. Donc ça pose des questions de polyvalence à l'intérieur des spécialités ou en dehors. Ça peut amener à réinterroger les segmentations. Et donc, quand on peut éviter de fabriquer des catégories qui devront être ensuite coordonnées, si ce n'est pas nécessaire, voilà, je pense que c'est une première réflexion que nous avons, qui est d'essayer d'avoir des organisations qui limitent cette problématique de la coordination qui prend des proportions exponentielles.
Le deuxième élément qu'on a dit et redit, c'est chaque fois que possible la nécessité d'internaliser dans chaque organisation la fonction de coordination. Ce qui veut dire, alors par exemple si on parle des établissements, et c'est le sens de la réflexion qu'on a présentée dans la contribution sur les missions des établissements, nous avons dit qu'aujourd'hui dans des établissements où les séjours sont appelés à se réduire, voire à être de moins d'une journée, on voit bien que la question de la gestion de l'entrée et de la sortie devient majeure. Et donc, nous proposons de dire que c'est une activité en soi. Ce n'est pas une accessoire de l'activité dont ce serait, enfin, pour prendre les terminologies historiques, l'amont et l'aval. Enfin, dès lors que la séquence hospitalière n'est pas la principale, c'est elle qui est en amont ou en aval d'autre chose. Et donc, cette fonction de coordination, il nous semble qu'il s'agit de la reconnaître en tant que telle, de l'organiser en tant que telle, éventuellement de la financer en tant que telle, et autrement que sur un mode de dispositif dérogatoire que chacun organise comme il peut. Il en est de même au sein des organisations regroupées de médecine de ville ou de structures ambulatoires. Ce qui veut dire qu'ensuite, ce qui relève d'une coordination extérieure devient subsidiaire, cantonné, enfin, ou limité à des cas, je dirais, très compliqués ou particuliers. Et donc, c'est le sens de notre proposition, parce qu'il nous semble que ce serait une impasse que d'avoir un système qui a des besoins croissants de coordination, tout simplement parce qu'il est mal conçu pour répondre aux besoins, et ensuite de croire que la solution, elle va être dans la construction d'entités de coordination externe qui deviennent d'ailleurs finalement, on le constate dans les territoires, un énième acteur qui lui-même pose la question ensuite du coordinateur des coordonnateurs. Pour répondre sur l'expérimentation, alors je veux dire qu'autour de la table du HCAM, il y a un épuisement par rapport, alors peut-être ça c'est un truc de vieux, c'est par rapport à une démarche d'expérimentation qui a commencé, comme vous le savez, dans les années 90, qui ne s'est jamais arrêtée. Et donc, je pense qu'il y a un consensus autour de la table du HCAM pour dire que il faut définir vers quoi on veut aller et rebâtir un cadre de droit commun qui ne soit pas une juxtaposition d'expérimentation. La question ensuite d'admettre des différences de situation selon les territoires dans ce cadre de droit commun étant une autre question. Et donc c'est la raison pour laquelle, par exemple sur la prévention, nous proposons des cadres de financement de droit commun dont nous espérons qu'ils puissent mettre un terme à l'obligation pour tout un tas de structures, notamment associatives, de faire en permanence des dossiers pour maintenir des financements avec des difficultés administratives extrêmement pénibles. Alors, sur l'article 51, nous avons fait des propositions dans le rapport qui est d'utiliser l'article 51, ce qui me paraît possible et pas forcément contradictoire avec ce qui s'engage, de l'utiliser pour construire ce que j'appelle des prototypes, c'est-à-dire sur des sujets, par exemple la prévention, la coordination sanitaire, médico-sociale, comment on organise une nouvelle modalité. Alors évidemment, ça suppose qu'assez vite, on ait au niveau national, enfin au niveau territorial, en tout cas une idée claire de vers où on veut aller. Ah, une question. Oui, David Koch, je travaille aujourd'hui au groupe SOS. Anne-Marie, j'ai une question sur le U de université, donc le U qui s'associe à CHR pour faire CHU. On est en 2018, donc on est dans une année anniversaire. Donc à la fois célébration, mais aussi actualisation. Par rapport aux mutations considérables que tu as dessinées, de ton point de vue, comment il faudrait demain penser le U aujourd'hui, dans le quotidien du médecin, Jean-Pierre Dor vient d'indiquer que les CHU ne sont pas faits pour faire les soins courants. Enfin, il faut quand même aussi apprendre les soins courants. Voilà, mais demain, il y aura des hôpitaux de proximité, nous a-t-on expliqué. Est-ce qu'on aura du U aussi demain dans les hôpitaux de proximité, comme il y en a en médecine libérale? Il y a un CHU qui a créé un EHPAD pour avoir un EHPAD universitaire, mais est-ce que c'est pas faire un peu une lecture très statutaire
des besoins de recherche et d'innovation dans le secteur médico-social. Est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de faire du U aussi dans le secteur médico-social? Enfin voilà, la mise en jeu que je voulais sur le fait du U auquel nous sommes attachés, mais pour qu'il soit et qu'il demeure pertinent, ça peut être évolué. Oui, tout à fait. Enfin, moi, je partage, et je crois que c'est dit peut-être très rapidement dans la contribution. Évidemment, dans la construction historique du CHU, on était à un moment où on était dans un contexte où les pathologies étaient aiguës et l'essentiel des prises en charge se passait au décours des hospitalisations, qui d'ailleurs étaient beaucoup plus longues. Et il était normal que l'observation, la recherche se fasse, donc la partie U, se fasse dans le cadre de ces établissements de santé. Dès lors que la pathologie, elle se prend en charge pour l'essentiel en dehors des établissements, qu'on est dans des contextes de pathologie chronique, etc., il est logique que le U soit associé aux différents segments de l'offre, différents segments hospitaliers, différents établissements et offres ambulatoires libérales. Donc, c'est déjà en cours d'ailleurs. Donc, c'est une évolution qui est souhaitable. De la même manière qu'il y a, je crois, quelques exemples qui sont très intéressants d'activités de recherche qui sont conjointement portées par la partie universitaire des établissements et des professionnels libéraux sur des cohortes de patients qui vont être observés essentiellement en ambulatoire. Donc je pense que ça, c'est une évolution qui doit se faire, qui est déjà d'ailleurs, je pense, en partie engagée. Sur les CHU, alors ça, c'est un sujet compliqué, notamment parce que la réalité, comme vous le savez tous, de l'activité des CHU, c'est qu'elle est massivement aujourd'hui une activité de premier recours, voire de proximité. Donc, la proposition du Haut Conseil, j'en profite pour le dire, n'est pas de dire qu'on va construire ou mettre des établissements de proximité en face de chaque CHU pour dire que voilà. Donc on a une question des services de proximité, y compris au sein des CHU, qui renvoie alors à des débats que nous n'avons pas pu conduire au HCAM en termes d'organisation interne au CHU et d'organisation de l'articulation de ces services avec l'ambulatoire. On pourrait imaginer un domicile universitaire, puisque une partie des soins, je regarde Monsieur Merle, se font à domicile, en télésurveillance, en télésuivi. Est-ce qu'on a d'autres questions? Les GHT ou... Ah, pardon, je ne vous vois pas. Monsieur Trévidic. Oui, bonjour Anne-Marie. Une petite question, parce que en fait, cette notion d'hôpital de proximité, c'est quelque chose qu'autrefois on appelait, vous vous souvenez peut-être, hôpital local, et qui a été détruit par la loi HPST, et qu'aujourd'hui on essaye de réinventer sous une autre forme. Mais tout de même, on ressent le lien ville-hôpital, les libéraux qui peuvent, etc. Donc bon, faire et défaire, c'est toujours travailler, hein, disait ma grand-mère. Donc c'est très bien, il n'y a pas de souci. Mais moi je crois depuis longtemps que l'exercice de la médecine, l'essentiel aujourd'hui, c'est que c'est un exercice collectif, que ce soit à l'hôpital ou en ville. Alors c'est sûr qu'à l'hôpital, ça paraît plus facile de l'imaginer, encore que vous êtes directeur d'hôpitaux, il vous arrive quelquefois d'avoir des difficultés avec des médecins qui veulent travailler de façon un peu trop solitaire, mais c'est quand même aussi beaucoup plus marqué en ville. Donc moi j'ai l'impression que c'est vers ça ce qu'on tend, faire de cet exercice collectif la norme, à l'hôpital comme en ville. Du coup, la notion même d'hôpital pose question. Bon, d'ailleurs, on n'appelle plus ça un hôpital. Normalement, les hôpitaux, ça n'existe pas. Enfin, c'est des établissements de santé. On appelle ça public ou privé. Établissements de santé avec des lits ou sans lits. Et les CPTS qu'on est en train de recréer, est-ce que ce n'est pas des établissements de santé ambulatoires? Au début, vous vous rappelez des CHT, les communautés hospitalières de territoire. C'était facultatif. On y allait si on voulait, on mettait ce qu'on voulait, pas grand-chose en général. C'était des coquilles vides pour beaucoup. Puis un jour, le gouvernement a dit, on fait les GHT. C'est obligatoire. Et on y met des compétences communes obligatoires. Pas beaucoup au début. Je ne vais pas vous raconter l'histoire des GHT, vous les vivez aussi bien que moi. Ça a quand même pris un peu.
Donc les CPTS, je me dis au début, ça va être comme les CHT. Ça va être un peu un joujou auquel les uns et les autres vont s'amuser. Il va y avoir des contractualisations. Ça va marcher, ça va pas marcher. Il y a des endroits où ça va pas marcher, hein, c'est sûr. Et puis un jour, peut-être quelqu'un va dire, c'est obligatoire. Et à partir de là, il va falloir recréer quand même toute une gouvernance, voir des fonctions qui soient communes. Et petit à petit, on va peut-être créer des établissements de santé. Et à ce moment-là, on va se demander où est la limite entre l'établissement de santé qu'on appelle un hôpital et l'établissement de santé qui ressemble à un truc ambulatoire. Et pourquoi aujourd'hui les hôpitaux publics n'ouvriraient pas tout simplement des centres de consultation en ville ou alors dans des endroits où il n'y a plus personne, avec des praticiens salariés et qui bénéficieraient de la logistique, des services médico-techniques, etc., etc. Donc c'est des questions qu'on ne peut pas résoudre aujourd'hui. La permanence des soins aussi derrière tout ça. Hein. Mais peut-être que dans 5 ans, dans 10 ans, ça sera peut-être moins ridicule que ça. Non, mais je pense que vous posez des questions qui se posent effectivement. Alors peut-être un mot sur... D'abord, le rapport du HCAM parle d'établissements et effectivement et pas d'hôpitaux. Je ne sais pas pourquoi on se remet à parler d'hôpitaux. Alors sachant d'ailleurs que je pense que nous avons essayé d'échapper à une proposition qui pourrait être lue, comme vous le faites d'ailleurs là, mais ce n'est pas une critique de ce que vous dites, comme la reconversion des hôpitaux, enfin la énième reconversion des hôpitaux locaux. C'est la raison pour laquelle on a parlé d'abord, d'établissements de santé, d'autre part on a mis communautaire pour manifester qu'on était dans une logique qui n'est pas celle de l'établissement dans un fonctionnement classique. Et effectivement, alors pour répondre sur la question, et on n'est pas dans une logique statutaire, on est plus dans une logique de quels moyens a-t-on besoin pour répondre aux besoins de la population. Et alors, peut-être pour préciser comment on est arrivé à cette proposition, on est arrivé essentiellement en réfléchissant au sujet des personnes âgées, en se disant qu'est-ce qu'il est nécessaire d'avoir sur un territoire si on veut éviter l'arrivée des personnes âgées en établissement spécialisé, via les urgences ou pas d'ailleurs, dans des services où on sait qu'elles n'ont rien à faire, ni pour leur bien, ni pour le bien des services concernés également. Et donc on s'est dit, oui, on a besoin d'avoir des soins primaires. Oui, on a besoin d'avoir de la médecine spécialisée en proximité et des moyens médico-sociaux. Mais on a aussi besoin d'avoir des lits, quelques lits. Et des lits, pourquoi faire ? Parfois pour prendre en charge une personne âgée pendant quelques jours et lui éviter une hospitalisation tout simplement parce qu'il y aura quelques explorations à faire ou une surveillance à établir pendant un laps de temps assez court, soit pour gérer une sortie d'hospitalisation d'une personne qui ne peut pas directement revenir chez elle ou dans son EHPAD. Et donc c'est ce qui a motivé cette idée qu'on avait besoin d'avoir des lits de médecine polyvalente, voire de SSR à orientation gérontologique. Donc, ce qui amène évidemment à l'idée d'établissement. Et là, on voit bien, je suis d'accord avec vous, toutes les discussions qu'on a depuis vont dans le sens d'une identification d'un bouquet de services dans lequel on peut mettre, Elisabeth Hubert nous a dit, mais oui, l'HAD a vocation à s'agréger à cet ensemble-là. On peut imaginer, j'étais hier dans un colloque sur la santé mentale, donc des acteurs de la santé mentale disent oui, certains établissements de santé mentale pourraient s'inscrire dans cette perspective communautaire. Et oui, vous avez raison de dire, ça peut être aussi des services sans hospitalisation. Donc voilà, donc je pense que et là, on a une réflexion à conduire sur quel contenu on donne. Mais là, très honnêtement, on est vraiment parti de cette réflexion en se disant de quoi a-t-on besoin pour répondre à des problématiques essentiellement. Là, on est parti sur les personnes âgées, qui est la situation la plus compliquée. Voilà ce que je peux dire. Alors, quant au succès des CPTS, leur caractère obligatoire, nous verrons. Nous avons dit que dans l'immédiat, il faut privilégier des dynamiques volontaires et professionnelles, si on veut que les gens s'embarquent. Après, évidemment, ce qu'on peut espérer, c'est que ça devienne la norme.